Bienvenue sur Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis près de 25 ans. Ici, le capitaine John Sparrow commande de cette émission, commande du Faucon Millennium, ou plutôt d'un Jedi Vector, plutôt ce soir, parce qu'aujourd'hui, nous allons vous parler du tome de la Haute République, les aventures, les échos de la peur. Une mini-série sortie récemment chez Panini Comics. Et pour en parler, on ne sera pas seul aux commandes, car notre Chewbacca à nous est là aussi. Notre copilote préféré, un peu moins poilu quand même que Chewbacca, quand même. Et c'est encore drôle. Francis. Par contre, avoir su que j'allais avoir une telle présentation, j'aurais prévu un de mes enfants a le fameux masque de Chewbacca que quand tu ouvres la bouche, ça crie. Là, tu sais. On avait fait un buzz il y a quelques années. Excellent. Écoute, bonsoir Jean, content d'être avec toi pour parler de ce petit album qui, en apparence, emmène pas très large, mais qui va peut-être nous réserver des surprises. Complètement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel de notre partenaire littérature, Star Wars Littérature Québec, qui fête ce mois de juin, voilà, dont Francis porte magnifiquement le maillot. Voilà. Donc, oui, il propose on va dire le chandail ou le t-shirt, genre, parce qu'au Québec, le maillot, c'est un maillot de bain pour aller dans la piscine. Ah d'accord, c'est même pas un maillot de foot ou de... Non, le maillot au Québec, c'est pour aller dans l'eau. Donc non, Francis ne porte pas un maillot, quoique on voit pas le bas. Je suis en short, mais pas en maillot. Donc, voilà, parce qu'on voit le haut, mais on ne sait pas si tu es poilu du bas. Du coup, tu pourrais être poilu à la Chewbacca au niveau des jambes. Ouais, mais là, comme je suis debout, ça va être dur de me contentionner. Ok, cette émission part bien. En tout cas, voilà, Star Wars de Littérature Québec qui fête ce mois-ci, je l'ai dit, les 8 ans, leurs 8 ans. Donc, big up à eux. Si vous voulez rejoindre cette tout aussi géniale communauté, aussi bien que celle de Star Wars en direct, je dirais, ils sont sur Facebook, Instagram et YouTube. Voilà, c'est les 3 réseaux sociaux où ils sont. Et d'ailleurs, en ce moment, c'est drôle, il y a un certain Francis Pelletier qui a posté sa critique d'un roman de la Haute République récemment. Donc voilà, un exemple de post sur Star Wars Littérature Québec. C'était Into the Light, je crois, d'ailleurs. Bref. Tout à fait, ça fait presque une transition vers les émissions récentes, Jean. Avant de commencer... avant de commencer, petit message, petite pensée, grosse pensée même, à notre très cher collègue et collaborateur Elser. Elser, en fait, c'est notre graphic designer, je ne sais pas si vous êtes au courant, les auditeurs et les auditrices. Elser, notre graphic designer, qui aide Dany notamment sur les miniatures des émissions Star Wars en direct, et qui a eu un petit problème de santé récemment, là, qui l'a conduit à être hospitalisé. Donc ça va mieux, là, ça va mieux, il récupère, donc on pense fort à lui, et on lui souhaite un bon rétablissement. Voilà. Petit message pour Elser. Le prochain point, oui, c'est le WhatsApp, avant les émissions récentes. Le WhatsApp Star Wars, qu'as-tu fait, Francis, de Star Warsien depuis la semaine dernière, parce qu'on s'est vu il n'y a pas longtemps. Écoute, un petit peu de lecture ici et là. Sinon, la collection comics continue. Donc, j'ai mis la main sur le Django Fett, petit album de 4 numéros, pour 30$ plus taxes en librairie ici au Québec. Qu'on avait fait la critique il y a 2 mois peut-être? Quelque chose comme ça. Donc, il y avait du bien et il y avait du moins bien. Donc, allez écouter notre émission. Il y a toujours une première partie sans spoilers, comme ce sera le cas aujourd'hui. Voilà. Sinon, c'est assez calme quand même côté Star Wars. Oui. Et d'ailleurs, petite transition, récemment, What's Up Star Wars, j'ai regardé Tales of Underworld là, pour faire l'émission Star Wars en direct. Et dans un épisode, l'épisode 2, je crois, de Cat Bane, non, comment s'appelle l'autre Assage Ventress. Assage, voilà. Assage, il y a le fameux C-21 qu'on a dans Django Fett. Je sais pas si c'est l'espèce de droïde qui marche un peu à la manière d'une araignée avec une espèce d'auréole derrière son crâne. C'est vrai. Qui fait l'apparition. J'ai détesté le design. Ah bon, t'as pas aimé? Ça fait pas très Star Wars, peut-être? Ouais, non, c'est ça. Ouais, bref. À part ça, WhatsApp Star Wars, pareil, littérature à fond. En ce moment, j'ai lu les Free Comic Book Day. Les Free Comic Book Day, vous savez, c'est cette fameuse journée en mai où on peut récupérer les comics gratuitement dans les magasins de comics ici en Amérique du Nord. Je sais qu'en France, ils font aussi, ou ils faisaient peut-être un temps, je ne sais pas, dites-le nous en commentaire. Il y avait un premier FCBD jeunesse sur la série Young Jedi Adventure, et ça c'est rigolo parce qu'il n'y a pas vraiment eu de série Young Jedi Adventure en comics. C'est resté des livres pour enfants illustrés ou des petits romans comme ça pour très très jeunes. Mais là, c'était un comics où on retrouvait Kai, Lys et Nums, les 3 héros, dans une petite aventure. Qui visait la même clientèle que la série. On s'entend, là, c'est vraiment pour jeunes enfants. Oui, voilà. Donc là, c'est sympathique, mais voilà, c'est
c'est un épisode de série version comics, donc il n'y a rien. C'est très joli, c'est très coloré, c'est parfait pour les gamins. Mais il y a eu aussi le FCBD 2025 adulte, et là c'était vachement plus intéressant parce que ça comprenait en fait 3 petites histoires indépendantes. Il y en avait une sur Luke par Alex Segura et Phil Noto. Donc c'est la team qui est, si tu te rappelles bien, à la tête de la série Star Wars 2025. Et en fait, cette petite histoire, c'est le prologue à la série Star Wars 2025, en fait. Donc c'était vachement intéressant. Et j'imagine que Panini la publiera, cette histoire, peut-être dans le tome 1 de la série Star Wars 2025, donc je sais pas, mais c'était vachement sympa. L'autre histoire, c'était Charles Soulet, Stefano Raffaele sur, alors c'est rigolo, ça s'appelait Vanet, c'est quoi? Il y avait un lien avec justement la Vanet, le personnage qu'on trouve dans la série Legacy of Vader, voilà. Mais c'était Legacy of Vanet, je crois que ça s'appelait la petite histoire. C'est un peu les origines de comment le personnage de Vanet de la série Legacy of Vader devient un peu comme elle est, parce que je sais pas si tu te rappelles, elle a vraiment un design particulier, ce personnage. Ouais. Donc voilà, c'est très très cool. Et la troisième, c'était une histoire sur Qui-Gon Jinn et Obi-Wan par Marc Guggenheim et Marc. Ah ouais, c'est Marc Musabekov? Non. Là, je crois que j'ai fait une erreur de nom. Musabekov, je crois qu'il a un nom plus russe que Marc Musabekov. En tout cas, c'est Marc Guggenheim. Et c'est la team de Jedi Knight. Donc en gros, le FCBD, c'est 3 histoires sur les 3 ongoing du moment. Donc Star Wars, Legacy of Vader. Ouais, c'est ça, c'est un mini, comment qu'on appelle ça au mois de décembre, là, chaque année maintenant, Révélation. Ouais, voilà, c'est complètement ça, c'est ça. C'est 3, oui, complètement, qui font un peu introduction, enfin, qui introduisent un petit peu ces 3 ongoing pour ceux qui seraient intéressés, voilà, c'est un petit peu de la pub pour vendre leurs ongoing, mais c'est très très sympa, donc c'est des petites histoires, donc le FCBD 2025. Voilà pour le WhatsApp Star Wars. Les émissions récentes, tu en parlais, donc quelles sont-elles, mon cher Francis? Ouais, ben c'est ça, c'était un peu la transition que tu as faite tout à l'heure, parce que tu l'as dit, Into the Light, qui était notre dernière critique littéraire, publiée tout récemment, là, qui avait été préenregistrée avec notre consultant externe Philippe, qu'on salue, qui est en France, donc, et qui c'est quoi, donc il se lève aux petites heures du matin? Non, il se couche pas, en fait, c'est ça, hein. Quand on enregistre tous les 3, il est vraiment en pleine nuit. Je crois qu'il avait dormi un petit peu, il s'est couché un peu avant, il avait mis son réveil pour être sûr d'être là à 2h du mat, et puis je sais pas s'il s'est recouché après, par contre. Ah, ben écoute, c'est un peu comme quand les enfants, pour la nuit du Père Noël, là, donc ils se couchent dans l'après-midi pour une sieste. Non, donc bref, Into the Light, donc c'est quand même à souligner, dans le sens, c'est pas une XM ou un filler ou quoi que ce soit. On parle de la conclusion des intrigues et des personnages jeunes adultes de la période de la Haute République. Donc, on vous invite à aller écouter l'épisode. Comme je disais, puis côté roman, on fait toujours une partie sans spoil, quand même plus élaborée aussi qu'avec les comics. Hein. Donc, on vous invite à aller écouter ça. Sinon, tu l'as mentionné aussi, votre critique il y avait Aude, toi et Sylvain. Et Sylvain, donc, critique de Tales of the Underworld. Donc, comment dire, je pense que ça sera pas dans la catégorie chef-d'œuvre. Si j'ai bien compris, j'ai pas encore eu le temps de l'écouter. Donc, tu l'as pas vu encore. T'as pas encore vu, ok. Ben, j'ai écouté la série animée, mais j'ai pas écouté votre le podcast, d'accord. Donc, voilà. C'est ça. Mais j'ai senti un air de, à mon avis, Sylvain, ça en est donné à cœur joie. Ah oui, oui, complètement. On a essayé de trouver des points positifs, mais c'était pas évident face à Sylvain. Excellent. Sinon, beaucoup d'épisodes de littérature comics récemment. Donc, on voit le premier Bataille de Jakku, le Sabre alloué. Après ça, évidemment, on tombe dans les épisodes d'Andorre, mais je voulais remonter quand même aussi jusqu'à l'événement spécial. Donc, pas le Comic-Con, mais le QC, donc à QC, le Génération Star Wars et Science-Fiction 2025. Hein, vous le savez, Star Wars en direct fait toujours sa conférence, son atelier là, à cet événement-là. Donc, encore une fois, cette année, c'était très intéressant. Donc, ça rejoint, ça c'est du côté de la France et du côté nord-américain, ben, on le répète, on va être au Comic-Con de Montréal dans quelques semaines, là, en juillet. On vous invite à venir nous écouter. On est le dimanche, je crois que c'est à midi ou midi 30, là, à notre conférence. Donc, on vous invite à venir en grand nombre. Super. Ben, je crois qu'on a passé les formalités d'introduction. On est parti pour la critique de ce tome, Francis? Yes, en hyperespace. Allez, c'est parti, en hyperespace, tac. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by.
C'est rigolo pour rester dans le thème de Chewbacca. Je voulais te dire Melagom Francis, mais il y a des chances qu'on appuie les deux sur l'hyperespace en même temps. C'est Donc je vrai. savais pas trop. Bref, de retour de l'hyperespace avec la Haute République, les aventures, les échos de la peur. Une mini-série jeunesse sous-titrée Les Aventures, hein, qui est, on le rappelle, le pendant en jeunesse des comics Star Wars. Mini-série en 4 numéros sortie donc entre septembre 2024 et janvier 2025 en VO chez Dark Horse Comics, disponible en VF le 25 juin à un prix d'environ 18 €. Donc chez Panini comme toujours. Pour un nombre de pages, alors là on est sur entre du 112 et 120 en fonction des sources. Encore une fois, Ben, pour seulement 4 numéros, je serais surpris qu'on dépasse le 112. Ah bah voilà, donc c'est peut-être 112. J'avouerais qu'en VO, nous, c'est 120, mais peut-être qu'à cause des covers, peut-être des pages de pub, Ouais. ils mettent beaucoup de pubs en VO aussi. Je sais pas. Bref, en tout cas, une 112aine de pages. Ouais. Nous sommes en 228 BBY, donc avant la bataille de Yavin, pendant la Ça phase 3. aussi, les historiens ne s'entendent pas. Ça aussi, selon les sources, ça varie. Moins 2,29, moins 2,28. Bref, Ok, d'accord. Oui, on effectivement. note un peu. Voilà, voilà. En tout cas, c'est la phase 3, la Haute République, ça, on est sûr. Équipe créative, alors j'ai un petit tunnel sur George Mann, si tu me permets, mais tu me coupes dès que tu veux. George Mann, donc un des nouveaux auteurs qui sont arrivés après la phase 1 de la Ouais. Haute République. C'est pas un des 5 piliers qu'on ressasse toujours, mais il est venu un peu après. Il est venu avec Il un s'est livre. vite imposé comme le 6e Ouais. pilier. Ouais, c'est un peu le 6e pilier, exactement. Il a commencé par le Showdown at the Fair, le livre pour enfants qui résumait The Rising Storm dans la phase 1. Et après, il avait fait quelques nouvelles de Star Wars Insider sur la Haute République. Mais son premier roman, c'est phase 2, c'est les Quest for the Hidden City, donc la quête de la cité cachée, imagine, chez Bibliothèque Verte en France. Phase 2, vague 1, si je ne dis pas de bêtises. Puis il avait fait l'audiodrama, La bataille de Jeddah, donc qui est sorti en France en version script, papier, qui a un peu révélé l'auteur au grand public, le lecteur de Star Wars, je dirais. George Mann, avant Battle of Jeddah, je ne sais pas si on le connaissait plus que ça. Ben, il avait fait aussi, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était passé inaperçu, mais des espèces de fables. Ah, c'est vrai, il y avait ça. Des espèces de recueils de fables là, qui étaient légendes dans un sens. Là. On nommait même pas les personnages. Hein. Tu te souviens, il y avait toute l'histoire de B1 puis du Dragon Crate, tout ça sur Tatooine. C'était pas nommé Tatooine, le Dragon Crate, mais évidemment que nous, on comprenait tout le contexte. Ouais. Fait que des fables pour les plus jeunes. Je crois que c'était le premier volume était dans le cadre du lancement du parc là, de Galaxy's Edge. Puis après ça, il y avait eu un deuxième volume, je crois. 3. Il y en a fait 3, ouais. C'est vrai, maintenant que le mentionne. C'était Miss and Fable le premier, je sais, parce qu'on l'avait lu. Enfin, on l'avait pas critiqué, mais un audiobook était sorti, contrairement aux deux suivants, Dark Legends et Live Day Treasury, un truc comme ça. Qui n'était pas. Alors, qui était plus axé. Le Dark Legends, c'est pour Halloween. Live Day Treasury, c'était plus pour Noël. Mais ils n'ont pas eu d'audiobook, ces deux-là, donc j'ai pas eu l'occasion de les lire, malheureusement. Et c'est exclusivement écoute, tu as raison. C'est vraiment en roman, on a eu sa révélation quand même assez récemment avec la phase 3, mais au-delà de ça, il y a en comics aussi. Voilà. C'est aussi un auteur comics, ouais. comme on le voit aujourd'hui. C'est pas son premier. Non, c'est la deuxième mini-série. Tu te rappelles La Terreur des Sans Noms, je crois que ça s'appelait. Ouais. C'était déjà lui, si je ne m'abuse. Je sais plus, peut-être. En tout cas, il avait fait l'œil des. J'essaie de traduire en français, je fais des efforts. L'œil des ténèbres, The Eye of Darkness, je sais pas. Qui est un gros roman qui nous avait beaucoup, beaucoup plu et qui, là aussi, l'avait mis sur le devant de la scène, vu que c'était le tout premier roman de Haute République phase 3. Et puis, il a fait également le Young Adult Terror of the Nameless, qu'on avait chroniqué déjà avec Philippe, qu'on avait adoré aussi. Et tout ça, c'est en émission. Si vous voulez retrouver les émissions de Terror of the Nameless, Eye of Darkness, la série La Terreur des Nameless en comics, tout ça, ça a été fait en émission. Il a fait les 2 Audible exclusives aussi. Le gars, il est partout. Il a tout fait, quoi. Il a tout fait. Je ne sais pas à quel point il fait beaucoup d'autres choses hors Star Wars. Je ne suis pas du tout au courant, mais effectivement, il est omniprésent et c'est positif, dans le sens qu'il y en a d'autres qui sont omniprésents, que c'est moins positif. Ceux qui nous écoutent religieusement le savent. Donc, on pourrait appeler ça une révélation. Vraiment, là, George Mann, moi, c'est rendu, quand c'est lui qui est au crayon, ben j'attends, mes attentes sont plus élevées que, par exemple, Daniel Rose-Holder ou Justina Harlan, pour ne nommer que ces deux-là.
les 2 maillons faibles des piliers, ouais. Bon, en tout cas, pour l'auteur, bon, on verra ce soir s'il nous a encore, bluffé ou pas. Niveau dessinateur, alors, Francis, ce tome part déjà avec un énorme handicap parce qu'il y a pas moins de 4 dessinateurs Ouais. dans ce Mais il y tome. a un contexte cette fois-ci, donc on en parlera plus tard, mais ouais. Voilà, voilà. Donc le principal qui est mis en avant, sur les couvertures, tout ça, c'est, Vincenzo Federici, donc italien, vu le nom, j'imagine. C'est une première pour lui dans l'univers Star Wars. Sa seule contribution, pour l'instant, donc mais c'est pas un débutant dans l'univers des comics, il a fait des tonnes de trucs. Regardez son CV. Moi, je le connaissais déjà dans les TMNT, je lis un peu de comics, Teenage Mutant Ninja Turtles, et il était un petit peu là-dedans, et dans les Green Fairy Tail aussi, que je lis également. Donc il a fait du Firefly aussi, que j'aimerais bien commencer, du Red Sonja aussi, et plein d'autres trucs. Le gars, il est énorme. C'est un artiste complet, quoi. Il fait des covers de les intérieurs, il fait tout, mais pour Star Wars, voilà, c'est sa première fois. Et donc voilà, Federici, lui, il est secondé par d'autres dessinateurs. Le concept, on l'expliquera plus tard, ou c'est spoiler de dire que... Oh, ben non, c'est pas spoilers, on peut quand même le dire tout de suite, c'est que dans les 3 premiers numéros, c'est une histoire racontée, donc le dessinateur principal est minoritaire, on va dire. On tombe vite dans pas un flashback, mais c'est ça, une histoire racontée dans un holocron. Donc à ce moment-là, dans les 3 premiers numéros, ben, c'est ça, on bascule avec un autre dessinateur pour tout le volet dans le passé, là. Donc c'est ça, là. J'appellerais pas ça un spoiler, c'est le concept de cette mini-série-là. Ouais, voilà. Il y a juste dans le dernier numéro que là, c'est lui qui est là à 100%. Donc, il n'y a pas Exactement. de partie flashback dans le 4e. Exactement. Voilà, voilà. Donc c'est ça le concept de l'album. C'est plutôt, alors on l'a déjà vu ça, hein, le fait de faire appel à plusieurs dessinateurs pour, présent, passé, futur, tout ça. Ouais, c'est ça. Moi, quand c'est des trucs de ce type-là, là, ça me dérange pas, dans le sens qu'il y a vraiment un côté, comment dire, au niveau structure, puis tout ça, juste le fait de changer de couleur, de dessinateur, tout ça, bon, ben, effectivement, ça tranche, ça, vraiment, là, de la même façon où, dans une série télé, tout à coup, il va y avoir un mode un petit peu plus sépia, là, pour nous faire comprendre qu'on est dans le passé, là. Oui, C'est un complètement. peu la même chose ici. Ouais, c'est vrai, ouais, tu fais bien de faire le parallèle, exactement. Donc pour le numéro 1, donc Federici est accompagné d'un autre Vincenzo, c'est marrant, ils ont le même prénom, Vincenzo, Riccardi, cette fois. Alors lui, il avait fait un petit peu Tales from the Death Star, tu sais, le truc un petit peu Ok, ouais. spooky pour Halloween, là. Et on le retrouvera sur la dernière mini-série jeunesse qu'on chroniquera plus tard, qui s'appelle Dispatches from the Occlusion Zone, qui sortira en septembre en français. Pour le numéro 2, donc Federici est accompagné de Juan Samu, qui lui aussi avait fait un autre truc pour Halloween, c'est Tales from the Rancor Pit. C'est encore une fois, c'est comics, tous par Cavan Scott, tu te rappelles, c'est lui Ouais. le writer de tous ces trucs pour Halloween, là, que chaque année il sort pour Halloween, c'est sympa. Et Juan avait fait aussi juste un annual pour les aventures de l'autre République, c'est tout. Et pour le 3, on a Giorgia Esposito qui, elle, n'a fait que ça pour Star Wars, donc que ce flashback du numéro 3. Et comme tu l'as dit, le numéro 4, donc c'est Federici tout seul. Et pas mal de noms italiens et espagnols, hein, t'as vu, c'est que ça. C'est Ouais. drôle. Bon, on sait qu'en comics, il y a énormément de talents, d'artistes, de talents italiens et espagnols en général, quoi. C'est fou, quoi. Au cover, on a Eduardo Mello, un autre Mello, je dirais plutôt italien, je sais pas, mais T'es parti sur la ouais, nationalité des artistes, mettons. ouais. Puis là, c'est une corde, voilà, fragile parce que, je ne sais pas. J'avoue que je connais En un petit fait, peu ils sont l'Espagne, tous à mais Brooklyn, dans les faits, là, ouais, ou voilà, tout le coup, c'est au ça. Québec, on dirait qu'ils sont dans Saint-Léonard, là. Ouais. C'est voilà, c'est exactement ça, c'est les Américains d'origine. Bref, c'est, Eduardo Mello. Alors lui, on le connaît parce qu'il avait fait The Nameless Terror, les couvertures et aussi les dessins, les intérieurs. Donc on l'avait déjà vu, Nameless Terror, donc la terreur Nameless, la terreur des La sans noms, terreur des sans-noms. Ouais. voilà, de la phase 2. Il avait fait un numéro de Hyperspace Story aussi, et il sera sur le Tides of Terror, on en avait parlé dans les news comics. Donc la prochaine mini-série Hyperspace Stories, qui sera en VO ce mois-ci d'ailleurs. Je crois que le premier numéro sort demain, au moment où on enregistre. Donc demain ou la semaine prochaine, je ne sais plus, mais il sera là aux intérieurs. Et il est accompagné par Nicolas Righi pour la numéro 1, puis par Valentina Tadeo pour les 3 autres. Donc encore des consonances latines, on va dire. Et voilà, donc si, j'ai pas les coloristes. Tiens, j'ai pas noté. Est-ce que tu as le... Ah oui, je les ai pas loin. Donc, on a Michael Attier qui est le coloriste de la partie, on va dire, au présent, là. Et comme je vous disais, c'est comme les dessinateurs. Donc, pour les parties au passé, on bascule sur d'autres. Donc, il y a Vincenzo Riccardi qui, dans le fond, lui, fait et le dessin et la couleur dans le premier. Ensuite, Francesco Segala et Gloria Martinelli pour les deux autres. Donc, ok.
Voilà. Fait que comme je vous dis, c'est ça, c'est dessin et couleur, donc ça fait vraiment une ambiance différente pour la partie dans le passé, là, ou bref, légende, si on veut dire. Voilà. Sinon qu'est-ce qu'il y a? Il y a le synopsis, Jean, ça se lit comme suit: le chevalier Jedi Reed Silas. Donc oui, encore lui, le même que dans notre dernier roman critiqué. Reed Silas et son padawan. Ouais, ça par contre, moi j'avais pas compris que c'est son padawan, là, mais... Et non, c'est une erreur. C'est pas son padawan. OK, ben c'est ça. Donc, on va dire, et le padawan Amadeo Azazo ont pour mission de recueillir des informations sur les mystérieuses pierres d'écho qui semblent permettre de contrôler des sans-noms affiliés au Nihil. Mais leurs enquêtes sur les origines de ces pierres vont être truffées de dangers. 3 petits mots. Donc, voilà pour les specs de cet album. On peut peut-être mentionner, Jean, juste avant de se lancer dans la critique, je crois que les gens sont peut-être un petit peu perdus au niveau ça s'inscrit comment, ou même notre leader suprême là, est un petit peu perdu en préparation de l'émission d'aujourd'hui. Donc, c'est une mini-série en 4, donc ce n'est pas dans la série La Haute République, les aventures. Fait que oui, c'est titré La Haute République, les aventures, mais c'est une mini-série à part. Et il faut se faire à l'idée, parce que dans la phase 3, c'est une orgie, ayons pas peur des mots, de mini-séries et de one-shot. En particulier chez Dark Horse, donc pour le contenu un petit peu plus jeunesse. C'est complètement fou, là. Donc, tu as mentionné tantôt, il y a une autre mini-série qui s'appelle Dispatch from the Occlusion Zone. Je ne sais pas exactement ça va être quoi la traduction. Non, il n'y a pas encore la traduction de sortie en français. Ouais, c'est ça, courrier de la zone d'occlusion. Il y a eu des one-shots aussi sur Crash, le personnage de Crash. Donc, il y en a eu 2, Crash and Burn, puis... Crash Landing. Crash Landing, Crash and Burn, ouais. Pas sorti en français encore. Sinon, il y a eu Sabre Alloué qu'on a déjà critiqué la semaine dernière. Il y en a eu aussi côté adulte, là, du côté de Marvel. Il y avait eu, entre autres, quelque chose qui ressemble beaucoup à celui d'aujourd'hui. C'était Les Ombres du Flambeau, qui est déjà disponible depuis décembre, je crois, en français. Quelque chose comme ça. C'était plus une introduction à la phase 3, ça. C'était la transition entre phase 2, 1 et 3. Je trouve qu'aujourd'hui, on est un peu là-dedans aussi. Là. Il y a un petit côté... c'est extrêmement... comment dire, connecté au roman. Ah oui. Ben, on peut le dire maintenant. Si tu veux qu'on jette dans la critique, mais un petit préambule. Si vous n'êtes pas à jour dans la Haute République, vous serez peut-être un peu perdu par ce tome-là. Par contre, si vous l'êtes à jour, vous allez kiffer votre race, j'ai l'impression. Parce que c'est plein de clins d'œil à la phase 2 même. Beaucoup de romans, tu disais, des young adultes, même limite aux jeunesses, la bibliothèque verte de la phase 3, donc de la phase 2 même. Donc ça, c'est une bonne George Mann, encore une fois, qui arrive à tout prendre et à tout condenser pour faire un truc vraiment intéressant. Mais qu'en as-tu pensé de ce tome? Ben écoute, comme j'ai un petit peu teasé tout à l'heure en intro d'émission, j'ai trouvé c'est une agréable surprise. C'est un petit peu inégal dans le sens où, au moins on a le même auteur, tous les 4. Donc, mais même l'intérêt des 4 histoires, on va dire, géométrie variable, puis au final, à la fin, tu te dis, OK, tout ça pour ça, ou en tout cas, au final, on va voir, là, on ne vous dévoilera pas, mais même sur la couverture du 4e, on a essentiellement, ça se termine comment? Donc... ça spoil un petit peu, ouais, c'est ça. Mais au-delà de ça, j'ai bien aimé les 3 flashbacks, on va dire, les 3, parce que c'est vraiment Reed, Reed, pour rappel, hein, ceux qui n'ont pas suivi ou qui ont oublié, Reed, c'est un rat de bibliothèque à la base. Il n'a pas eu le choix de se retrouver beaucoup sur le terrain. Mais à la base, dans le premier roman de Claudia Gray, il n'arrêtait pas de se plaindre parce que là, il allait quitter Coruscant et qu'il n'allait plus pouvoir passer ses journées à la bibliothèque. Fait que là, on le retrouve à la bibliothèque avec Amadeo Azazo, qu'on a découvert justement dans la phase 3. Il croise très rapidement là, vers Nestra, là, mais c'est pas un spoiler, dans le sens c'est vraiment juste un mini caméo d'une case ou deux. Puis c'est ça, il enquête en fouillant dans des vieux holocrons, tout ça, là, du début des archives Jedi, sur ces fameuses pierres d'écho, de là le titre de la série, là, Les Échos de la peur. C'est ça. Fait que, écoute, c'est ça. Moi, je m'attendais à... Je savais pas trop à quoi m'attendre, bien franchement. Donc là, on remonte au mois de septembre l'année dernière. Oui, ça remonte. Donc, puis là, il y avait plein de séries, comme j'expliquais. Là. Il y avait plein de choses d'annoncer, puis en plus, en parallèle, tu sais. Une semaine, c'était celui-là, l'autre semaine, c'était l'autre.
Fait que, bref, j'ai tout de suite été conquis par le premier numéro. Et on verra peut-être en partie spoilers là, si ça se maintient. Fait que ça, c'est pour l'histoire. Puis côté graphique, ça a été des très belles découvertes, des très belles surprises. Mais là aussi, comme ça change à chaque numéro, c'est un peu inconstant. Je veux pas, là, l'artiste principal, c'est beau, mais là aussi, il y a un peu d'inconstance dans les visages. Écoute, mais trop bien. Deux cases, une à côté de l'autre, et le visage du même personnage, on le reconnaît parce que, différentes caractéristiques, mais ouais, c'est ça. Moi, je lui suggérerais de travailler un petit peu ses visages. Sinon, pour son style, par contre, j'aime bien. Donc, bon. Écoute, fait que voilà, c'est ça. Pour moi, c'est pour une mini-série en 4, avec essentiellement des méga flashbacks, là, avec des artistes qui changent. Tu le sais comment je déteste ça. Oui. Mais là, cette fois-ci, comme j'expliquais, de mon point de vue, c'est justifié. Fait qu'au final, pour moi, c'est une belle surprise, ce petit album-là. Mais je vais quand même mettre tout de suite une réserve, même si on n'est pas dans la partie spoilers. Si vous si vous lisez pas les romans, c'est compliqué. Hein. L'intérêt de cet album-là est quand même assez faible. Là, ou en tout cas, j'ai du mal à le voir comme un album autonome. Okay. Puis quelqu'un qui le prendrait, il trouverait quand même de l'intérêt. C'est une histoire de Jedi, etc. Là, bon. Mais, OK, c'est qui ces personnages-là? C'est vraiment, là, l'intérêt, c'est pour ceux, justement, qui lisent un peu tout de la Haute République. Puis, c'est 1000 fois plus connecté au roman que ça l'est aux autres œuvres des aventures, de chez Dark Horse. Oui, mais ça, vraiment, qu'est-ce que ça fait chez Dark Horse? Tant mieux pour Dark Horse. Mais honnêtement, sa place était plus chez Marvel que chez Dark Horse, de mon point de vue. Puis, comme je vous dis, c'est même encore plus connecté au roman qu'aux comics en général. Voilà, de ton côté, Jean, ton avis? Pour bondir un petit peu sur ce que tu disais, peut-être, là, ça me revient, là, mais Rhys Salas et Amadeo Azazo, ce sont deux personnages de young adultes et de romans jeunesse. Peut-être que ils ont voulu classifier ça dans les aventures, donc les comics jeunesse, à cause de ces deux personnages, mais je suis d'accord avec toi, que ce soit au niveau du nombre de phylactères à lire, des bulles, il y en a énormément, il y en a beaucoup trop pour un jeunesse, et au niveau de l'histoire, on le verra avec George Mann aux commandes, c'est pas un comic jeunesse. Pour moi, c'est vrai que c'était peut-être une erreur de le mettre dans la section aventure, et j'aurais trouvé ça plus logique de le mettre dans les comics Marvel, une mini-série de la série de Kevin Scott, par exemple, ou même un petit peu à part. Tu sais, déjà, on a vu une différence quand c'est passé de chez IDW à Dark Horse. Puis on sent avec par exemple, la mini-série qui va commencer bientôt, là, que tu nommais tout à l'heure, on sent que Dark Horse s'éloigne. Tu sais, on sent qu'il veut aller jouer dans les terres de Marvel un peu avec de quoi de peu plus mature. Donc, on va voir l'évolution, mais ici, ça sent ça déjà un peu. Oui, complètement. Sinon, à part ça, pareil, l'aventure, écrite par George Mann, pour moi, c'est comme toutes les œuvres de George Mann, sans être trop fanboy non plus. Je trouve qu'il arrive toujours à rendre des histoires intéressantes, très bien racontées. Là, ça touche une partie du lore de la Haute République assez spécifique. Moi, j'adore. C'est tout ce qui touche les trois. Alors, j'ai pas la traduction en français, mais tu l'as montré sur la couverture du 4. Les rods. Ça s'appelle comment? Ils appellent ça comment en anglais? C'est-tu les sceptres? Les sceptres, peut-être? Je sais plus. Je voulais te demander avant l'émission, mais je sais qu'il y a un terme spécifique, peut-être les sceptres, dans les fameux. Le pire, c'est que j'ai lu le script là, de l'audiodrama, justement, de George Mann récemment, là, cet hiver. Mais je me souviens plus du tout comment il est. Je crois que c'est les sceptres. Les sceptres, les bâtons, les sceptres. Bref, les fameux 3 rods, donc les Rod of Season, Daybreak et Aegis, quoi. Et en gros, c'est ça, tu le disais, c'est la quête de 2 Jedi qui vont essayer de chercher des infos sur les Echo Stones et les pierres d'écho qui composent ces fameux staffs-là, Rods/sceptres, pour enfin pouvoir combattre et vaincre les Nameless. Et j'aime bien comment Mann a décidé de raconter ça. Tu vois, en gros, pendant 4 numéros, tu le disais, donc les 2 Jedi sont dans la bibliothèque, dans les archives, et ils vont déclencher des holocrons. Donc un flashback par numéro, et le dernier, c'est un petit peu leur quête à eux, quoi. Donc je trouve ça super intéressant. Bon, c'est déjà vu, tu me diras, quoique oui, le coup des flashbacks et tout dans un numéro, c'est peut-être déjà vu avec un différent dessinateur, mais moi j'aime bien ce genre de concept, et ça marche bien dans ce cas-là.
Et ça, plus, bah, là, j'ai juste noté que le côté géologue, mon côté géologue qui rejoint un petit peu mon cursus professionnel, tu vois, qui aime beaucoup tout ce qui est cailloux, stone, gemstone et tout ça, Mmh. j'aime bien. Donc dès que tu parles d'éco-stone, moi, je sais pas, je trouve ça intéressant comme lore de la Haute République. Et niveau dessin, mais alors c'est déjà un peu plus nuancé là, tu vois? Je t'avoue, je sais pas trop quoi en penser. C'est pour ça que notre discussion là, à travers cette émission, ça m'éclairera peut-être un peu pour juger parce que, ben, Heu, tu ouvres la première page du premier numéro, ça m'a fait piquer direct, en parlant en spoiler, mais la première page par, Federici là, j'étais là: Mmh. «Ah là là», alors il est pas du niveau de Gentil, encore une fois, il a c'est disons qu'il a un style, mais que je trouvais pas très consistant. Tu me disais les visages, tu as un passage où tu as Reese, il prend 10 ans en 2 cases, tu vois? Tellement que les visages sont différents. Ouais. Ça m'a un peu, bloqué au numéro 1 et puis j'avais pas compris qu'en fait le numéro 1, tu avais une partie donc dans le présent et la partie flashback et là, la partie flashback, j'avais pas fait gaffe que c'était un dessinateur différent parce que c'est pas tant différent que ça, le 1er numéro, on le verra et par contre, c'est magnifiquement dessiné le flashback, mais d'une manière, encore une fois, c'est difficile à expliquer sans décrire ce qui se passe. Ça fait, il y a un côté très Psychédélique. délire, psychédélique Ouais. de LSD un peu. Ouais, voilà, complètement, avec des couleurs de fou et je me dis: «C'est peut-être le même Frédérici, c'est juste que le coloriste a pété un boulon et que là, il avait fumé du t ou il avait pris du LSD et c'était» mais non, non, en fait, c'était bien 2 dessinateurs différents et ça, on le voit plus dans le 2. Numéro 2, j'avais le même problème, donc je commence avec Frédérici, je fais: «Putain, c'est vraiment pas foufou». On le verra, les archives et tout, c'est vraiment fait un petit peu grossièrement et au final, pareil, le flashback, là, bam, là, ça a rien à voir. Je dis: «Ah d'accord, OK, d'accord», donc c'était le concept. Donc encore une fois, ça m'a choqué au début, mais en fait, plus tu avances et plus Frédérici, je m'y habitue et le numéro 4, on le verra, qui fait à 100 beh, ça va mieux. Donc au final, tu vois, je commençais mal sur ce dessinateur-là. Je Ah. finis plus ou moins bien et puis, voilà, on va en discuter, on va voir si toi, ce que tu en penses de son style, en partie spoiler, quoi, voilà. Ben, excellent. Écoute, justement, on peut se mettre un tout petit avertissement spoilers rapide. Donc voilà, et comme on dit souvent, vous êtes les bienvenus à rester. Sinon, si vous voulez vraiment pas vous faire spoiler ces petites histoires-là, ben, on vous invite à revenir écouter le reste de l'émission quand vous aurez lu cet album, donc Les Échos de la peur, qui sort le 20 23 juin, je crois. Hein. Ah oui, alors 23 sur le site Panini et 25, c'est dans les librairies, Ouais, Amazon. c'est ça, selon les sources. Aux environs de la fin juin. Là. Ça, Attends, c'est bon, dans le coin de la Saint-Jean-Baptiste. je suis désolé, voilà, voilà, Saint-Jean-Baptiste le 24 juin, on le rappelle. Et justement, alors c'est pas pour taper sur Panini, c'est juste rigolo. J'ai trouvé ça rigolo. Sur le site, la page de Les Échos de la peur de Panini, il y a marqué sorti le 23 juin en haut de la page et il y a sorti le 24 juin en bas de la page. Donc sur la même page, c'est deux dates différentes. C'est une question de fuseau horaire. Écoute, je sais pas. Bref. Bref. Euh, Ok, petit résumé. Fait qu'on Rapide, hein. attaque ça numéro par numéro? Allez, donc on commence par le premier numéro, et puis on va vous critiquer le numéro, et puis on résumera le deuxième, etc., etc. Donc on commence sur Coruscant, au sein du temple Jedi, où l'on retrouve Reath, Silas et Amadeo Azazo. Donc, temporellement, on l'a pas dit, mais on est juste après les romans Temptation of the Force et même Tears of the Nameless, donc les Tentations de la Force et les Larmes des Sans Noms. Ce dernier du même auteur d'ailleurs, George Mann, les Larmes des Sans Noms. Et on est avant Into the Light, là, en pleine lumière, qu'on a chroniqué récemment, là d'ailleurs. Reath pense avoir trouvé un indice concernant le Road of Ages, donc le fameux sceptre des âges, un des 3 roads contrôlant les 100 noms, ainsi que la pierre d'écho le composant. Pour rappel, donc le bâton, le sceptre des âges, c'est le seul qui est encore perdu. Hein. Mark Yonro, lui, il a récupéré, il a en sa possession le sceptre de pouvoir, qui est la combinaison des sceptres des Seasons et du Daybreak. Donc il a les deux, il en a 2 sur 3. Ce qui lui permet de contrôler les Nameless. Mais voilà, les Jedi essaient de trouver le troisième. Amadeo et Reath vont se rendre donc aux archives Jedi, où ils vont lire un vieil holocron Jedi. Là, bam, on passe niveau flashback. Donc cet holocron va nous révéler l'existence d'un certain Sith Lord qui s'appelle Darth Ravy the Bold, l'audacieux, si je traduis littéralement, qui, dès qu'il apprend l'existence de la pierre d'écho, lui, il s'est mis à sa recherche, mais il y a des milliers d'années, hein, on dit ça, on parle de ça, il y a des milliers d'années, dans le but de devenir encore plus invincible qu'il ne l'était déjà. Problème, l'Echo Stone, elle est enfermée dans une lune artificielle qui ressemble bizarrement à la Death Star vue de l'espace d'ailleurs, hein, mais qui en son sein renferme
d'innombrables pièges. Pièges qui te fait penser peut-être au film Cube, je sais pas Cube si tu l'as vu dans les années 2000. Tu es allé chercher ça loin? Non, tu trouves pas? Donc, ça fait un peu penser à ça, non? Des salles piégées. Un peu, ouais, Ouais, exact. je sais pas. Bref, donc Dark Ravi, évidemment, en gros, Dark Sith, Dark Lord qu'il est, il va pas y aller tout seul, hein, il va envoyer ses acolytes se faire défoncer à sa place pour tenter de récupérer l'Echo Stone, sans succès évidemment. Il va persister des années jusqu'à atteindre enfin la précieuse Echo Stone, mais voilà, une fois en sa possession, la pierre va être réduite en cendres et va embraser à mort le Sith Lord. Et voilà, l'histoire flashback termine comme ça. Et donc, voilà. L'histoire est sympa, hein, se dit Amadeo, mais en quoi ça va aider à retrouver le Road of Age? Ben ça, on verra ça dans le deuxième numéro. Mais qu'as-tu pensé de ce premier numéro niveau scénario, déjà? Ben écoute, je montrais à l'écran pendant que tu le décrivais le côté psychédélique un peu du dessin. Moi, j'ai Ah, ok. trouvé ça magnifique. Ah, Vraiment, ouais. là, ça m'a rappelé un petit peu un comics auquel j'avais donné la note parfaite, qui était le dernier volume, si je me souviens bien, de la série Darth Vader de 2018, là, Le Seigneur Noir des Sith, où est-ce qu'effectivement, par moments, on était dans la tête un peu, dans la souffrance de Anakin. Ouais. Et c'était un peu, ça m'a rappelé ça, mais cette fois-ci en beaucoup plus coloré en plus. Écoute, moi j'ai été subjugué. Vraiment, là, je prendrais, là évidemment, bon, c'est psychédélique d'autant plus à cause du concept, mais je prends d'autres comics de ce dessinateur-là n'importe quand. Vraiment, là, moi j'ai été subjugué. Ben, côté histoire, j'ai trouvé ça très sympathique aussi, parce que, tu sais, on se cachera pas, c'est un peu comme si c'était des one-shots, les 3 premiers, là, donc c'est jamais évident d'arriver vraiment avec une histoire, avec une intrigue ou quelque chose comme ça. Fait que le côté Reed qui explore des holocrons, et là, on a, nous, en image, ce qui est décrit par l'holocron. J'ai trouvé ça très bien. Évidemment, ça n'a rien de révolutionnaire, là, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu comprends, ça peut pas toujours être une nouvelle structure qu'on n'a jamais vue, là. Donc, effectivement, c'est quand même... c'est quand même bien, je trouve. Moi, ça m'a vraiment, comme premier numéro de cette série-là, ça m'a scotché. Ouais. D'autant plus que c'est juste, comme c'est marketé Star Wars, La Haute République, les aventures, ben tu sais, et les auditeurs fidèles savent l'opinion que j'ai de la série principale, Les Aventures, que je trouve atroce, dont le dernier numéro, j'ai regardé avant de faire l'émission, je lui ai donné un 7 sur 20, ou un 7 ou 8 sur 20. Donc, fait que c'est ça. Pour moi, là, on est tombé sur quelque chose d'autre. En plus, j'adore le personnage de Reed. J'aime beaucoup le personnage de Amadeo. Donc, les retrouver à la bibliothèque de Coruscant, écoute, moi, tu sais ça, là, le premier numéro, je lui donnerais pratiquement la note parfaite. Je sais que tu vas aborder l'aspect dessin là, du principal, mais moi, ça ne m'a pas dérangé visiblement autant que toi. Étrangement, souvent, c'est moi qui aborde le sujet là, des visages et tout ça, mais ouais, c'est ça. J'ai trouvé, ça m'a pas tant dérangé. Ouais, ça a été niveau dessin pour toi. Non, mais écoute, un peu tout, niveau scénario, pareil. Alors, l'histoire est intéressante. Ça commence tranquillement, hein, mais ça fait toujours plaisir de retrouver dans les archives Jedi, de revoir Reeth et Amadeo, qui sont deux personnages qu'on adore, hein, dans les romans déjà. Surtout Reeth, hein. Reeth prend de plus en plus d'importance au fur et à mesure de la Haute République, de la phase 3. Ouais. Donc c'était très très cool. Et là, donc à ce moment-là, après Tears of the Nameless, il cherche des solutions pour pouvoir vaincre les Nameless, et ce fameux Nameless Effect qui tue les Jedi juste en s'approchant d'eux, quoi. Donc je trouve ça très très intéressant qu'il explore. Donc déjà les sites, c'est vrai qu'ils sont quasiment absents, hein, de la Haute République. Ouais. Là, donc ils sont là via un flashback. Le fameux Dark Ravi. Alors Dark Ravi, c'est un original, hein, il n'a jamais été mentionné auparavant. Et là, par contre, niveau temporalité, c'est dommage. Alors, je sais que Disney / Lucasfilm, ils sont un peu bloqués à ce moment-là, parce que j'aurais aimé au lieu de dire des milliers d'années, pour moi, c'est même pré-KOTOR. Donc c'est évidemment pré-KOTOR et pré-limite Tale of the Jedi et l'arrivée des Sith, la guerre des Sith. Voilà. Il y a des guerres des Sith, mais tout ça c'est Legends maintenant, donc ça veut plus rien dire vraiment. Mais si c'était encore canon, ces histoires-là, je dirais que c'est encore plus avant, quoi. C'est vraiment aux origines des Sith, parce qu'ils mentionnent le fait que voilà, les Sith sont pas encore arrivés à leurs espèces de groupuscules ultra puissants qui vont tout défoncer dans Tale of the Jedi notamment, mais en Legends. Donc pas de vraiment de temporalité précise, mais bon, c'est pas grave.
j'ai bien aimé, alors le concept de cette lune là, j'ai plus le nom, la lune de Gothol, voilà. J'aimerais trop, je sais pas ce que tu en penses, mais j'aimerais trop qu'ils retconnent le fait que Palpatine dans quoi que ce soit, un comics, n'importe quoi, un roman, même une série, où tu vois Palpatine et qui Palpatine mentionne le fait qu'il s'est inspiré de ça, de la lune de Gothol pour sa Death Star, ses Death Star d'ailleurs, parce que ça Ouais, ressemble énormément, quoi. C'est vraiment, ouais, ben c'est rond. c'est rond, mais c'est des plaques de métal, ça fait vraiment des stars. Moi, c'est la première fois, bah, quand tu vois ça, voilà. Bon, j'aimerais bien, tu vois, c'est juste un petit détail à con, mais j'ai bien aimé. Le cliffhanger de fin, alors c'est marrant, c'est pas du Cavan Scott, niveau cliffhanger, George Mann, c'est beaucoup plus posé, c'est en mode, OK, ben, on a fini ce holocron là, on va en Suite prendre la un autre. semaine prochaine. Ouais. Voilà, c'est en mode, vraiment, c'est anticlimatique, mais voilà, pourquoi pas. Hem Il mentionne alors ça, c'est le numéro suivant. Non, voilà, je vais m'arrêter là pour le niveau scénario, voilà. Donc on va parler des scènes si tu veux. Donc j'ai adoré. J'ai adoré le scénario, l'histoire du site est basique, mais encore une fois, c'est les dessins qui subliment le tout, quoi. Donc vas-y, parle-nous des dessins, tu en as déjà un peu mentionné. Ouais, ben, je l'ai mentionné, moi, c'est ça, ça m'a pas dérangé tant que ça. Côté couleur, dans les deux cas, je trouve ça magnifique. Mmh. Là, t'as ambiance, Temple Jedi, bibliothèque, archives, Ouais. les toges, blanc, doré, etc. Avec les fameuses bandes vertes là, qu'on entend souvent là, dans les histoires là, pour c'est pour les Padawans, hein, c'est ça, qui ont une espèce de ceinture Ah verte. oui, ceinture verte, ouais, qu'on voit là, quoi. Fait que bref, non, c'est ça. Mais effectivement, ce que tu as mentionné tout à l'heure, d'une case à l'autre, Reed a l'air beaucoup plus vieux que ce à quoi on est habitué. Ouais. Et en plus, ben, c'est ça, d'une case à l'autre. Ça, en fait, c'est à se demander si le dessinateur s'est donné la peine de regarder les autres occurrences, Oui, voilà, c'est ça. les autres dessins de Reed, d'Amadeo, et même on vient de voir à l'écran, là, tu partages des images mais de Vernestra. Oui. Ça ressemble pas du tout. Si elle n'avait pas la peau Ouais, ouais. verte et les cheveux mauves, Exactement. on ne pourrait pas dire que c'est Vernestra. Là. Ouais, ouais. Quelques Donc, problèmes, ouais. puis elle ressemble même au niveau design de cheveux, tout ça, elle ressemble pas. Mais bon. Fait que après ça, on bascule. Écoute, on voyait, tu montrais à Oui, l'écran, on voilà. bascule sur là. Je me souviens plus le nom du dessinateur, il faudrait que je vérifie, mais Mmh. c'est pour moi, là, c'est magnifique. Ça, vraiment, là, c'est un délai. La seule chose dommage, c'est qu'il y a toujours du découpage, donc ça ne peut pas faire des affiches, des choses comme ça, ou toujours des bulles et compagnie. Mmh. Mais écoute, c'est ça. Autant, puis, comment dire, autant de dessin que couleur, là, parce que quand tu es sur quelque chose comme ça, évidemment, c'est un Mmh. tout, là, ça ne peut pas être séparé pratiquement. Tu sais, même justement, par exemple, en noir et blanc, pour moi, ça aurait vraiment moins d'impact. Oui, Vraiment, complètement. Ouais, ici, la couleur ouais. nous saute au visage. Là, donc, après, est-ce que peut-être que des gens vont détester ce style-là? Mmh. Ça, je ne saurais pas dire. Ouais. Ouais, c'est très dans les jaunes, violets, beaucoup, bah, violet, tout le temps un côté obscur, un petit peu rougeâtre, orangé, c'est vraiment particulier, hein. Psychédélique, c'est vraiment le mot. Mais, Ouais. attends, que je me rappelle, c'était le Vincenzo Riccardi, voilà, c'est lui qui fait le dessin de ce flashback-là. Et voilà, ouais, c'est ça, bah, je vais pas répéter ce que tu as dit, mais, c'est sur la fin numéro 1, voilà, où tu vois un Rhys Silas relativement jeune à un moment, pam, tu tournes la page et la page d'après, tu as l'impression qu'il a pris 10 ans, quoi. Il est vachement plus vieux, on y est plus à Elzarman et on le verra Ouais. plus tard, il y a des espèces de flash, forward, du coup, tu vois le futur de Luis où il est plus vieux et il ressemble plus à ça, tu vois? Bref, là encore, Ouais. tu vois, Ouais. Azazo est pas foufou, Vernestra aussi était pas fifole et là, Ouais. tu en miniature, en petit, je t'avoue que je le vois moins. Tu vois là, on le voit pas, mais quand on zoome beaucoup là, vu qu'on lit, enfin on lit en numérique, quand tu zoomes sur les décors, c'est vraiment des traits très grossiers. Là, je montrais au début le Mhm. comment, la première page où tu vois le temple Jedi de Coruscant vu de loin. De loin, ça a l'air joli, mais quand tu te rapproches, tu vois que c'est vraiment tu vois les traits dessinés. Ouais. Tu vois, c'est Ouais, plus moi, grossier. ben oui, effectivement. Mais tu vois, c'est ça. C'est un style bien défini Mais c'est qui est un comme ça. style. Fait Voilà, qu'effectivement, si on n'aime pas, ben on n'aimera pas. voilà, c'est un style. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais bon. Non, mais après voilà, les couleurs subliment quand même le truc, ouais, là on voit Vernestra qui a un peu une tête bizarre, mais voilà. Mais, on chipote, on le verra. Bah, moi j'ai l'impression que plus ça avance et plus ça améliore le Federici là, donc Mhm. voilà. Donc on passe au 2e numéro? Ou tu avais autre chose à rajouter? Non, c'est bon. Ouais, Effectivement, on passe au deuxième. voilà et par contre, ouais, on le répète, mais le dessin de Ricardini là, du flashback, c'est un truc de fou! Franchement, c'est magnifique, c'est magnifique. On Ouais, aimerait, puis ouais. ça se termine évidemment à la fin des comics à l'unité. Bon, on a toujours la couverture du prochain. Donc là, Oui. on sait, en fermant la porte, on vient d'avoir une expérience agréable. Puis là, la dernière page, on voit qu'on va retrouver un personnage
Ouais. qu'on a adoré, même si Ah c'était ouais. à très petite dose, dans la phase précédente. Donc, je peux partager à l'écran, là, mais pour rappel, c'était le comics, à ma Ouais. connaissance, le seul comics, Oui, c'était un one shot. qui avait été écrit par Claudia Gray. Donc, c'était un one-shot écrit par Claudia Gray lors de la deuxième phase et avec un personnage qui s'appelait Barnabas, hein, si je me souviens C'est bien. ça, Barnabas Vim. Et ben, dans le fond, là, moi, j'avais beaucoup aimé, là, ceux qui se souviennent de cette critique-là. Et ben, c'est ça. Donc, on va le retrouver. On va même avoir une case de flashback de ça. Donc, voilà, je te laisse attaquer le résumé du deuxième numéro. Ouais, ben, ça va être rapide, hein. Donc voilà, donc Amadeo se dit ben, en quoi l'histoire du Dark Lord va nous aider. Donc, Rhys va vite fait nous rappeler l'histoire des Ptolémites, je sais pas, la race alien qui a créé ces fameux sceptres à partir des pierres d'écho. Et il va lui apporter un autre holocron Jedi à Amadeo. Cette fois, c'est donc du maître, tu le nommais Jedi Barnabas Vim, donc héros du one-shot Quest of the Jedi qui s'appelait en VO dans la phase 2, c'est ce que tu as montré, la couverture là, et qui était publié à la fin d'un adventure aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, Dans la Haute République des Aventures, j'aurais pu te dire soit le tome 1, soit le tome 2, je crois qu'il n'y a eu que 2 tomes des aventures dans la phase 2. Et petit rappel des faits, donc on voit Vim et sa padawan Vix. Alors Vix, elle est là pendant 2 cases. C'est juste un résumé en 2 cases de ce qui se passe dans Quest of the Jedi, de ce fameux one-shot. Donc Vim et Vix vont détruire une pierre d'écho là, sur une planète quelconque. Puis un nouveau flashback où là, on va suivre Vim seul partir en mission sur les traces d'une autre encore Ecostone. Cette fois, elle est détenue par un Jedi qui s'appelle Tarak Boran. Et Tarak, c'est un ami de Vim, disparu depuis une vingtaine d'années quand même. Et après moult recherches, Vim va le retrouver, le Tarak, qui a l'air d'être plutôt corrompu, quand même, un petit peu corrompu par la pierre. Les 2 Jedi vont aider à stopper un tsunami, à sauver tout un peuple d'un tsunami. Puis Vim va essayer de convaincre Tarak de lui confier la pierre. Tarak connaît aussi la planète d'origine de la pierre et va donc le révéler à Vim. Vim va donc tenter de se rendre sur cette fameuse planète, donc la mystérieuse planète X, mais va disparaître. Une fois arrivé sur cette planète, il va passer à travers et ne va plus donner signe de vie. Et voilà, l'histoire de Vim s'arrête là, ainsi que le numéro 2 de cette mini-série, parce que Amadeo est surpris en mode « Ah bon, donc Vim, on n'a plus de nouvelles ?» Ben non, on n'a plus de nouvelles. Et voilà, donc pour le numéro 2. Oui, je me souviens plus si tu l'as mentionné. Quand je disais c'est Barnabas, c'est ça, c'est Barnabas Vim. Donc, Oui, c'est le même personnage. Là. On parle du même. Écoute, c'est ça. Le personnage, j'étais content de le retrouver. Je l'avais adoré dans ce one-shot de Claudia Gray. Fait que c'est vraiment la suite directe là, de ça, de son enquête. Je dirais quand même, par contre, que j'ai des réserves au niveau graphique. Côté histoire, c'est ça, très raisonnable pour un one-shot, encore une fois. Là, ça passe très vite, les compagnies. C'est côté dessin, j'étais un peu surpris. On bascule sur un dessinateur un peu style BD européenne. Donc, à un moment, je me croyais dans un Astérix ou dans un Camelot, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc, en termes de découpage, et puis on a même une pleine page à un moment donné où est-ce qu'on a plusieurs fois le personnage dans la même pleine page. Là, je crois que ça faisait très Astérix. Voilà, c'est là. C'est ce que tu montes à l'écran, effectivement. Fait que c'est des concepts dans Star Wars que je suis moins habitué, mais c'est pas laid en tant que tel, autant couleur que dessin. Donc, mais voilà, entre autres, le côté visage de ce Jedi-là qu'il retrouve, là, dont je ne me souviens plus le nom exact. Tarak. Ouais, qui est un peu le protecteur de cette pierre-là, là, on va dire. J'ai trouvé, c'est ça, dans celle-là, ça faisait très, très de BD franco-belge. Ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis, ouais, effectivement. Ouais, complètement. Et puis, je sais pas si la couleur ou quoi, ça fait lisse. Je sais pas, le grain, ça fait très lisse, comme les franco-belges. Ouais. Sinon, au-delà de ça, ça n'a rien de dramatique non plus. C'est pas mauvais, c'est pas laid. L'histoire est quand même sympathique, même si j'avais quand même préféré celle de Claudia Gray dans la phase 2 pour ce personnage-là. Ça manque de Padawan de Vix. Vix était excellente. C'était une Padawan. Exact, c'est ça, l'interaction entre les deux, tout ça. Le petit côté aussi, au début de la planète, on est pratiquement dans Blade Runner. On l'a vu très rapidement, là, tu l'as montré. Puis là, après ça, le maître Jedi, lui, s'est retiré, on va dire, plus en campagne. Donc, il est plus en nature, dans sa petite maison, là,
Fait que c'est quand même assez drastique comme Ouais. nuance. Mais écoute, c'est ça. Celui-là, sympathique sans plus. C'est ça, pas à la hauteur du premier, Ouais. mais pas mauvais. Ton avis? Mais, alors, peut-être, je l'ai peut-être un peu plus apprécié que toi. Déjà parce que ça a réintroduit le concept des Ptolémites. Là. J'ai bien aimé que Ouais. Rhys rappelle ça. Parce qu'encore une fois, Ptolémites, les Rhodes, les Ecostones, tout ça, tout est lié. Et encore une fois, les Ptolémites, donc c'est la race d'aliens créée par Man, si je ne dis pas de bêtises, dans Tears of the Nameless, je crois, qui aurait construit donc ces fameux sceptres à partir des pierres d'écho. Et j'ai adoré, comme toi, le rappel à Quest of the Jedi, qui était un one-shot qu'on avait adoré, on en aurait voulu plus de ces deux personnages-là, Vim et Ouais. Vix. Moi, j'ai bien aimé. Alors oui, c'est vrai que le Tarak, il a un design un peu particulier. J'ai pas compris le coup du tsunami. Là, c'est la partie de l'histoire qui m'a fait un peu décrocher. Tarak attendait son ami. Alors j'imagine que via la force, il savait qu'il allait arriver. Mais le tsunami, il arrive. Enfin, il était. Enfin, j'ai pas compris temporellement. Il attendait son pote pour l'aider à stopper le tsunami. Ou c'est une coïncidence totale. Je sais pas. J'ai pas compris l'histoire du tsunami. C'est les hasards de la force. Ouais, peut-être. Allez, vas-y, on justifie comme ça, c'est pratique quand même la force. C'est ça, Mais t'as raison. exact. T'as raison, ouais, non, parce qu'il arrive juste au pile poil pour l'aider à stopper le truc. J'ai bien aimé alors par contre pareil, la fin où Vim va aller sur la planète X, la fameuse planète X. C'est là que ça fait le lien avec la fameuse, le fameux livre Bibliothèque verte, Quest for la quête de la planète X de la phase 2, où c'est exactement pareil, où tu as une espèce de nébuleuse autour de la planète X qui empêche un petit peu les vaisseaux de passer tranquillement, qui en fait te détruit le vaisseau. Du coup, quand tu atterris, tu peux plus repartir. Et c'est pour ça que Vim, il a dû rester et mourir sur cette planète-là. Donc très très cool de voir ça en image. Et encore une fois, c'est très coloré ce passage-là, avec des espèces de, pareil, une nébuleuse, des espèces de nuages violets, violacés. C'est vraiment pas mal. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire-là, au niveau scénario. Et par contre, une erreur, mais là, une erreur de taille, j'ai envie de dire, mais que George Mann a faite et ils n'ont pas relu bien là, le story group. Il y a un moment, comment il s'appelle, Vim va mentionner que Tarak, son pote, donc il a plus vu depuis 20 ans, c'est un Wayfinder. C'est nommé Wayfinder, mais en fait, non, c'est pas un Wayfinder, c'est un Wayseeker. Okay. On l'a vu, les Wayseekers, donc c'est les fameux Jedi qui sont un peu plus indépendants, qui restent Jedi, mais qui sont pas sont pas commandés par l'ordre ni le conseil. Ils font un peu ce qu'ils veulent, mais ils sont Jedi. Ça reste des Jedi, des gentils, la force lumineuse, tout ça, tout ce que tu veux. On a eu Orla Jorani, tu te rappelles la Jedi blanche, l'alien blanche là, la sœur de Porter Ingle. Non, moi je me mélange avec Barash. Ouais, Orla, c'est celle qui était chauve, blanche, c'est quoi, les Umbaran, voilà. Celle qui avait fait Qu'est-ce qui se passe à Cuba reste à Cuba avec Exactement. avec les Zarman. Avec Ezar. Donc il y avait des moments chauds sur la plage. Ouais, Ezar, lui, il pensait qu'à pécho Orla, ce gros pervers. Mais voilà, Orla, elle est restée pro. Et Orla qui est morte en fin de phase 1, je crois. Oui, dans la chute de l'étoile. Voilà, exactement, dans la chute de l'étoile. Et ça, c'était une Wayseeker, parce qu'elle était faisait un petit peu ses bails à ses côtés. Dans la phase 2, il y avait Jela Natai, qui est là, sur la couverture des romans de la phase 2, qui avait pour projet, une fois qu'elle avait atteint le statut de maître Jedi, de devenir une Wayseeker aussi. Et alors, moi, j'ai toujours considéré Qui-Gon Jinn, il n'y a pas de Wayseeker dans la prélogie, c'est un terme créé par la République, mais qu'on pourrait peut-être associer à Qui-Gon, c'est un peu le plus non, pas à ce point-là. Écoute, indépendant. Non, je dirais pas ça. Il y a un Padawan avec lui. Il est toujours rendu au Conseil Jedi. Disons qu'il fait un petit peu ce c'est pas tout à fait le même genre de. Non. Effectivement. Mais écoute, dans tous les cas, l'erreur sera sans doute corrigée en version française, parce que dans le fond, là, on sait que la traduction, ça va être cheminante pour les Wayseekers. Hein, puis il y a le roman sur Vernestra Rwoh. Oui, parce que Vernestra, elle a été Wayseeker le temps de la phase 1 et 3. Là. Tu sais, elle a perdu son Padawan en fin de phase 1. Elle s'est barrée. Elle s'est dit, je suis une Wayseeker maintenant. Et puis elle est revenue en phase 3. Voilà, quoi. Et donc, grosse erreur de Man. Mais voilà. Les Wayfinders, c'est les fameux. Là, tu vas adorer ce concept de J.J. Abrams pour l'épisode 9. La fameuse carte en forme d'holocron Jedi Sith. Tu sais, le triangle qui permet d'aller sur Exegol. Si la boussole. La boussole. Voilà, ça, c'est le Wayfinder et pas le Wayseeker. Mais je comprends qu'il est confondu le truc. Mais on va dire que c'est la faute de l'épisode 9, voilà. D'autant que le numéro se termine avec un Next Time de Jedi Pathfinder. Donc, effectivement, à mon avis, c'est son mélange entre Wayseeker et Pathfinder. Quand on est rendu à ce niveau-là d'erreur, je mets ça dans la case pardonnable. Oui, donc complètement. Et niveau dessin, je vais te rejoindre. Alors, peut-être
peut-être moins dur. OK, ça fait un peu plus lisse, un peu plus franco-belge, mais je dois dire que les couleurs subliment les dessins. Là, tu l'as dit, le côté Blade Runner slash, je pensais que c'était la planète de la série Obi-Wan, peut-être, mais non, c'est pas du tout la même planète, c'est une autre planète Nar Shaddaa, je originale. pense. Ouais. Ouais, voilà, ouais, un petit peu différente comme ça. Mais j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup, ouais, c'est vraiment plus les couleurs que les dessins, tu me diras. C'est vrai que Vim, je le trouvais plus badass dans le Quest of the Jedi, Ouais. mais ouais, niveau couleurs, c'est vraiment pas mal. Le coup du tsunami, c'est vraiment bien dessiné, c'est vraiment magnifique. Le petit détail, le fameux bras là du pote de Vim qui se fait squelettiser parce qu'il a trop utilisé le pouvoir de la pierre, et le fameuse nébuleuse à la fin, je trouve ça magnifique, les nébuleuses de la planète X. Donc, et ça finit sur voilà, Vim sur la planète X, pareil, planète. On en avait parlé, hein, la planète X qui est une planète paradisiaque, mais peuplée de créatures qui veulent te buter, dont les Nameless. Ouais. Donc, ouais. Dans le fond, c'est de l'Australie, essentiellement. C'est exactement ça, c'est l'Australie. Donc, ouais, non, très bon numéro, super, j'ai beaucoup aimé. Donc, voilà, pour le numéro 2. Excellent. Numéro 3. Je vois le temps qui file, on va Ouais, on va y essayer aller. d'y aller avec les numéros 3, dont la couverture a été retenue pour l'album de Panini. Oui, ouais, ça, on y reviendra aussi pour les couvertures enfin, parce qu'il y a un petit truc un peu original sur ce tome-là. Comac Vitus, donc dans le numéro 3, va rejoindre le duo aux archives et va apporter des précisions avec un 3e holocron, donc 3e flashback, et là c'est sur des personnages inédits, donc Maître Atticus et sa padawan Jadia Brink, qui sont à la recherche de Barnabas Vim, justement, c'est peu après sa disparition. Ils vont suivre la piste de Vim, se pointer sur la planète Varovia, rencontrer les locaux. Les locaux vont leur raconter l'histoire d'un certain bâton sacré, justement, construit par l'ancien peuple des Ptolémites, qui l'ont ensuite amené scellé sur la planète de Varovia, donc, causant plusieurs conflits sur la planète. Et depuis qu'il y a le sceptre et donc la pierre, les gens sont un peu corrompus, on va l'apprendre, ils sont corrompus, et ils sont un peu agressifs. Ça rappelle l'histoire, justement, de Claudia Gray dont on parlait tout à l'heure. Voilà, que les pierres influencent les gens et les corrompent et les rend un petit peu dark, quoi. C'est un peu ça. Atticus et Brink vont se rendre dans le temple ptolémite, vont retrouver le Rod of Age, mais en voulant le toucher, ils vont faire écouler le temple. Et au même moment, donc, les locaux vont attaquer ce groupe de Jedi qui vont s'échapper de la planète, mais en laissant le Rod enseveli sous les décombres. Et on retourne donc dans le présent avec Reith, Amadeo et maintenant Comac, qui vont décider de se rendre sur cette planète-là, Varovia, au dernier lieu connu où se trouvait le Rod of Ages. Voilà pour l'histoire. Écoute, c'est peut-être l'histoire. J'ai trouvé l'histoire, il y a un petit côté redondant, pareil, parce que comme je disais, c'est un peu ce qu'on avait dans le comics de Claudia Gray. Ouais. Les Jedi qui viennent, comment dire, intervenir dans un conflit, dans une guerre civile, si on peut dire, là, pour amener la paix, en retirant l'artefact qui monte les gens les uns contre les autres. Ouais. Sinon, des designs d'aliens originaux que j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu, des aliens à 3 yeux, avec une espèce de dent, si on peut dire, une méga dent qui leur sort de la gueule là, au milieu. Ceux qui nous écoutent en vidéo vont peut-être mieux saisir qu'avec ma description. Mais plusieurs aliens aussi dans cet album-là, parce qu'il y a une espèce d'équipage aussi avec les 2 Jedi. Oui, le maître, ouais. Et la Padawan bleue, c'est la race de. J'ai plus le nom, de George. Oui, de George Lucas, c'est les. En tout cas, le nom c'était Papa Noïde. Papa. C'est quoi non? Bref, le nom m'échappe. Mais ouais, écoute, fait que numéro tricoloré, fait que c'est ça. Je peux pas dire que l'histoire m'a passionné. C'est ça. J'ai trouvé que c'était du déjà vu un petit peu. Mais j'ai bien aimé ces 2 nouveaux personnages-là, entre autres la Padawan. Oui, voilà. J'ai sympathique. Donc, mais même le maître Jedi, j'ai quand même trouvé. Puis justement, je ne sais pas si tu l'as mentionné dans ton résumé, mais l'espèce de le rod, là, le sceptre, est pris dans une espèce de cristal. C'est pas clair ce qu'il y en est. Ouais. Et lui, devant l'urgence de la situation, ne se pose pas de questions, sort son sabre laser et éclate le cristal. C'est un cristal, genre, c'est un moyen de protection, genre comme dans les musées, donc ça va faire écrouler le temple parce qu'il a brisé le cristal, ouais, comme ça. Ouais. C'est ça. Sinon, côté dessin, c'est très différent des 2 précédents. On est sur un style, ceux qui nous écoutent en vidéo le voient à l'écran, mais c'est un style très fin, au stylo, là, très, 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 très fin. Et côté couleur, on est sur un petit peu pastel, en tout cas. Moi, j'ai trouvé que ça faisait très
BD de ma jeunesse là, en papier très, très rugueux, là, un peu les Archie et compagnie. Là. Ouais. Donc, j'ai trouvé que ça faisait moins Star Wars, mais Ouais. c'est joli. C'est très joli. Écoute, il n'y a pas à dire. Entre autres, à un moment donné, on a de l'architecture, des choses comme ça. Oui, Tu sais, oui. quand tu montes des grottes, c'est détaillé, puis c'est quand même très crédible. Ça pourrait être une. Tu sais, à l'écran, tout ça. Fait que, par exemple, Loïc, souvent, qui nous dit j'arrive pas à m'imaginer ça à l'écran dans Star Wars, ben ici, oui, Ouais. on se l'imagine très, très, très bien. Bon, peut-être les fameux aliens là, à 3 Oui. yeux roses. C'est un peu bizarre. Le design est un peu. Ouais, ça sera pas mon design préféré. Au-delà de ça, c'est quand même très beau. Ouais. Ça sera pas mon dessinateur préféré tout de même. Non, non, non. Ben, un peu pareil. C'est une dessinatrice donc pour celui-là. Ah, oui. Et ben, un peu pareil. J'ai bien aimé. Alors, je trouve que Comac Vitus, donc qui arrive dans le numéro 3, c'est cool. Mais je trouve qu'il Oui. fait un peu Deus Ex Machina. C'est un peu le problème que j'avais dans le dernier roman de Chloé Gray. C'est lui qui va révéler à Ruth l'histoire de Atticus et Brink, là, le fameux maître et apprenti, et qui ont trouvé le Rod of Ages. Donc en fait, ben, il a la réponse comme ça, quoi. Et ils vont trouver l'holocron. Et oui, effectivement, ben, donc tu as vraiment la réponse à leur. Tu te dis, au bout de 3 holocrons de toutes les archives de Jedi, ils arrivent à trouver la solution et de savoir quoi Ouais. faire. C'est un peu facile, mais Ça bon. reste une mini-série en 4 genres. Oui, non, mais il faut trouver quand même des points. Voilà, ça m'a pas dérangé plus que ça, mais c'est quand même how convenient, quoi, comme on dit. Ouais. Pareil, Reith, il parle toujours du Rod, du sceptre des âges, comme un sceptre qui aurait les capacités d'annuler le Nameless Effect, mais et d'empêcher donc les forces de mourir et le Blight de se mais ça, c'est que des hypothèses, en fait. Il imagine Mhm. parce que bah, Ro en a un et qu'il a l'air de contrôler le truc, mais il a déjà la réponse. Bah, nous, on le sait, ça. Il a déjà la réponse à la truc sans avoir fait plus de tests que ça. C'est juste des suppositions, mais il a l'air convaincu quoi, que c'est ça, et effectivement, ça va être ça. Donc, c'est un peu facile comme écriture, mais encore une fois, c'est pas grave. Moi, ce que j'ai Ouais. noté, c'est plus les dessins. Voilà, alors les dessins, comme tu dis. Mm. Moins de violets, moins de trucs psychédéliques, plus classiques, mais encore une fois, j'ai beaucoup aimé le flashback. Et là, je trouve que le premier dessinateur, là, le Federici, il s'améliore, là, son Comac Vitus, je le trouve bien badass. À ce moment-là, alors, est-ce que c'est Ouais. spoiler de dire qu'il a quitté l'ordre? J'ai Ben non. spoilé, donc Là, voilà. c'est pas ça, c'est dans les romans avant ça. Là, donc, Ouais, voilà, donc il est plus Jedi, donc il a une tenue plus Jedi, un peu plus badass, un peu plus contrebandier / machin. Et ça, ouais. j'ai bien aimé le style qu'il a. Komak, c'est vraiment un Jedi aussi super intéressant de la phase 3, donc très content de le voir, et on a hâte de voir la suite dans le numéro 4, parce qu'il Qui a son utilise vraiment. importance dans les Ouais, romans aussi. ouais. Mm. Oui, oui, Comac, donc c'est l'ancien maître de Reith qui a quitté l'ordre parce il était trauma aussi, lui aussi, et donc Ouais, une Reith qui l'a pas. crise de conscience un peu. Là, Ouais, ouais. voilà. Mm. Bah, il en a eu marre de voir tant de morts à cause des Nameless, des Nihil. Mais Reith l'a encore plus mal vécu parce que ben, il s'est fait abandonner, il se sent abandonné. C'est la deuxième fois qu'il perd son maître, quoi, parce que son premier Ouais. était déjà mort. Et là, il perd un deuxième maître. Donc, mais voilà. Numéro 4, on finit ça. Ils vont se rendre sur la même planète, donc de Varovia, hein, du flashback. Sauf que là, on est dans le présent, avec Reith, Amadeo euh, et Comac. Ils vont une nouvelle fois se confronter aux locaux, mais les locaux qui sont plus cléments qu'auparavant, parce qu'évidemment, le Rod est enterré 6 pieds sous terre, donc l'effet de la pierre est moins visible sur eux, quoi. Ils sont moins corrompus, on va dire. Donc ils vont se retrouver dans le temple qui a complètement été collapse, quoi, écrasé par ce qui s'est passé dans le numéro précédent. Reith va quand même trouver une ouverture et ils vont explorer comme ça des espèces de grottes et ils vont descendre très profondément dans le souterrain. Ils vont se confronter à des espèces de gardiens de pierre, comme ça, vont devoir passer des salles un petit peu à la Tomb Raider, là, ou à la Indiana Jones, hein, pour être plus accurate au niveau Lucas, quoi. Ouais. C'est complètement Indiana Jones, pour en faire trouver le Rod of Ages, le sceptre des âges, là encore dans une salle très Indiana Jones, remplie de serpents, Ouais. donc ça, Ou évidemment. Docteur Afra. Voilà. Ou Dr. Afra, effectivement. Oui, c'est vrai que Dr. Afra déjà faisait clin d'œil à Indiana Jones. Ils vont donc récupérer le sceptre, ainsi qu'un droïde qui tenait le sceptre là, dans cette cave-là. Et voilà, ils vont rentrer sur Coruscant et le tome finit un petit peu en queue de poisson, je sais pas ce que tu en penses, mais voilà, ils ont trouvé le Rod et c'est fini. Voilà. Ouais, effectivement, c'est ça. Ça s'inscrit dans un tout, là, mais bon. T'as pas mentionné aussi Reed qui se trimballe le bouclier de. Ah Rappelle-moi oui, le nom de la Jedi qui se trimballait un bouclier. Dans Siampa, l'autre histoire de George ouais, Mann, donc l'audiodrama La bataille de Jeddah, ouais. et qui s'en sert, hein, qui vraiment se défend avec le bouclier et se bat Ouais. avec l'épée. Donc,
C'est intéressant de ce côté-là. Écoute, ben, l'histoire, moi, j'ai trouvé quand même sympathique là, qui vont chercher ça. Tu sais, ça se tient parfaitement. Tu sais, les 4 numéros ensemble font un tout Ah oui, quand oui. même ultra cohérent. Tu sais, c'est ça, même les, comment dire, l'accueil, comme tu dis, est très différent dans le numéro précédent parce que, ben, c'est ça, comment dire, Ah, alors ça, oui. le climat social s'est apaisé. Tu trouves ça normal? Alors, oui, bah, le sceptre est techniquement toujours là, et en quoi le fait qu'il soit plus profond, Ben là, ils n'ont ça pas accès apaise les gens? directement. Donc, bon. Ouais, ouais, je trouve ça un peu facile aussi de dire: «Bah oui, mais il est toujours là Ah, depuis le début». écoute, de la même façon que beaucoup de tests nucléaires sont faits en souterrain, alors que si tu l'as à l'intérieur d'une pièce avec toi, tu risques de moins apprécier. Bon, fait que. Oui, voilà, oui. Non, c'est C'est ça. des détails, c'est des Écoute, ben, tu montes à l'écran, il faut le mentionner, là, il y a une espèce de pleine page, mais ultra jeu vidéo. Là, ah ça ouais, fait vraiment, là. génial. Écoute, Diablo 2, là, dans les années 90, Ah, là, c'est vrai, c'est vrai. même le premier Diablo. En Bref, isométrique, ouais. ouais, exact. En 3D isométrique. Fait en tout cas, ou écoute, on peut remonter à plus loin. Là. Moi, j'ai une de mes 2 cassettes sur ma Nintendo 8-bit, c'était Snake, Rattle and Roll. Oh oui, je connais! Toi qui est un collectionneur de jeux vidéo, écoute, Ah oui, c'est oui. Je l'avais énormément sur, joué à ça. ouais, En je l'avais sur, 3D Game Boy aussi. isométrique. Ouais, des petits Ouais, ouais. serpents là, qui gobent des boules. Là. Ouais. Ouais, pour aller plus long, ouais, ouais, c'était génial. Fait donc, bref, ben, tant qu'à basculer côté graphique, écoute, comme tu dis, je suis d'accord avec toi, le dessinateur, vraiment, cette fois-ci, soit met plus de temps ou quoi, mais bref, Ouais. c'est vraiment différent. Puis, tu sais, on voit à l'écran, là, en ce moment, le visage de Reed, je m'excuse, mais c'est pas du tout le même design que dans le premier numéro. Fait, quand on disait de l'inconsistance sur les Ouais. visages, pour moi, c'est ça. Par contre, très joli. Même le design des fameux aliens roses à 3 yeux, je le trouve Oui, il est beaucoup plus meilleur, joli ouais, avec ce dessinateur-là ouais, qu'avec celui du numéro précédent. complètement d'accord. Reed, écoute, est aussi badass là que par exemple sur la fameuse couverture du roman de Daniel Rose Holder, là, c'est Midnight Horizon, Ah oui. le Horizon funèbre, où est-ce que c'était Reed et Comac qui marchaient comme ça, un peu comme ce qu'on vient de voir. Là. Exactement. Écoute, ouais, Reed, pas Reed, mais Comac, je trouve vraiment un design très, 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 très cool. Ah, stylé, ouais. Encore plus maintenant qui est comme itinérant, là, Ouais. qui est un Jedi, comment dire, un ex-Jedi. Mmh. Les motojets qu'ils utilisent aussi pour aller à la grotte, le fait que, tu sais, eux, ils ressentent l'effet, donc effectivement, c'est ce qui va les aider à le retrouver, ou est-ce que la population locale, elle, c'est ça, n'est pas sensible à la force. Mmh. Le Fait que fameux non, bouclier. c'est ça, au final, mais tu as raison, il y a un côté très Indiana Jones. Mais c'est assumé, rendu là. Tu sais, dans Star Wars, on est quand même très près d'Indiana Jones Ouais, ouais. dans tous les sens. Voilà, c'est Et bon. tu l'as mentionné tout à l'heure, mais là, on vient de le voir très, très succinctement à l'écran, mais la fameuse vision, Reed a comme des visions Ouais. de futur possible. Ouais, ça, J'ai c'était trouvé ça. génial. Ah ouais, j'ai adoré. Il y Ah en a ouais, ouais, une ouais. que c'est lui assis comme s'il était membre du Conseil Jedi. Ouais, Il y en a exactement, une qu'il tient Amadeo comme si Amadeo venait de mourir. ouais. En tout cas, bref, un c'est comme s'il avait défait les Nihil. Ouais, celui-là, là. Et tu as Asline, là. Là, tu as comme s'il Ouais, allait l'autre buter avec le Asline. fameux, comme s'il tuait Asline ou Et il allait ouais, tuer Asline Rel. tu te dis: «Oh là là, c'est peut-être un teasing du prochain roman, là, qui Ah, c'est conclut». ça. Tu sais, non, Oh non. là Moi, là. écoute, j'ai adoré certaines pages comme ça. Fait que c'est pour ça que le dessinateur, je n'étais pas prêt à le crucifier pour des petites incohérences de visage parce que Ouais, ouais. voilà, il y a des Ah, choses ça me très, très, très belles. Tu sais, ici, on est loin d'être dans du découpage franco-belge. Là, tu sais, ah oui, non, non, c'est très dynamique, ouais. Puis la fameuse pleine page, comme je disais tout à l'heure, style jeu vidéo isométrique. Ouais. Ah ça, c'est C'est génial, ça. quand Ouais. même. Tu Ouais, sais, t'es surpris, mais c'est ah oui. magnifique. Faut Ouais, avouer, ouais. là, c'est magnifique. Il y a un côté drôle, original. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais, Je ouais. trouve que ça conclut bien. Puis juste très, très rapidement, sur la fin, tu as dit effectivement, ben, je trouve pas que ça se termine en queue de poisson dans le sens qu'ils ont atteint l'objectif. Oui, voilà, Ils ils ont l'ont récupéré le trouvé le sceptre. sceptre. Ça se finit comme ça. Puis Mmh. la suite, ben, comme ce qui venait avant, ben, c'est dans Ouais, les romans. ouais. Fait que le défaut, c'est en ce sens-là, c'est que c'est un comics, mais ça aurait pu Mmh. être un roman là, très Ouais, facilement, là, cette histoire-là, ou un audiodrama, ou je sais pas. Là. ouais, ouais, complètement. Complètement. Bah, écoute, bah, je vais pas te paraphraser, mais enfin, en plus, on a bien dépassé le temps là, désolé. Le bouclier, ouais, tu as noté le bouclier. Évidemment, le bouclier, c'était Cylindra
Shaw, qui est dans la phase 2, Oui. le donnait à sa padawan Rooper Nitani, qui était justement une des personnages de Planet X, par exemple, de Hidden City, les jeunesses de la phase 2. Donc, c'était, si je me rappelle bien, c'était Comac qui l'avait retrouvé, ce bouclier. Et donc, il a transmis aussi à son padawan quand il était encore maître de Wreath. Et maintenant, c'est Wreath qui l'utilise. Donc, très, très bon le clin d'œil. Comac, alors, on a dit que Comac n'est plus un maître Jedi, enfin, il fait plus partie de l'ordre, mais alors ça serait spoiler de dire ce qui se passe dans Into the Light, puisque c'est le roman qui suit ce qui se passe là, mais c'est pas fini avec Comac, et la relation Comac-Amadeus, sans trop en dévoiler, va être développée dans Into the Light, donc c'est génial d'avoir un prémisse à ça, tu vois, ils ont une Ouais. aventure un petit peu ensemble, pour un petit peu bonder, pour faire des liens ensemble, qui va se conclure dans Into the Light, donc ça c'est très cool. J'ai adoré la page, tu l'as dit, la pleine page où Wreath voit son futur dans le cristal. C'est une espèce de cristal de protection. C'est comme une épreuve, comme Indiana Jones a ses épreuves à la fin du 3e. Et là, c'est une épreuve où il doit faire face à une espèce de Kyber Crystal spécial magique où seuls les êtres au cœur pur peuvent traverser. Donc, il voit son futur. Au début, Comac il propose à Comac d'y aller parce que c'est le plus expérimenté, mais Comac lui dit non, non. C'est toi le héros de la phase 3 de l'autre République, il faut que ce soit toi qui le fasses, c'est ça, quoi, c'est ce qui se passe. Ouais. Et c'est génial. Surtout que c'est magnifique, encore une fois, là, je bascule sur le dessin. Et voilà, donc le dessinateur, j'ai plus le nom, Federici, il m'a complètement fait tourner, changer de veste du début à la fin. Ça commence très mal, ça finit excellemment bien. J'ai bien aimé le droïde à la fin, pareil, qui retrouve le droïde, qui récupère. Il a 3-4 bulles seulement, mais je trouvais ça rigolo parce que à chaque fois, il répète le fait que vous n'êtes pas venu me sauver, en fait, vous êtes venu pour le sceptre. Mais il dit, t'inquiète pas, on t'est quand même sauvé, on a quand même Ouais, Jedi. comme un petit ressort comique à la fin pour faire baisser la tension ou quelque chose comme ça. C'est sûr Ouais. que peut-être ça rend la fin moins épique un petit peu. Ouais. Oui, voilà, ça fait un peu plus rigolo, un peu la Marvel. Et moi, j'ai la question, la question de ce tome-là, alors que j'ai adoré, encore une fois, je te rejoins sur ça. Mais il y a Amadeo, il tombe son manteau Jedi dans la grotte, là, une fois la page en 3D isométrique passée, là. Il tombe son manteau parce qu'il doit faire chaud dans la caverne, je sais pas. Il laisse par terre, et ça, j'ai remarqué que les Jedi, ils sortent leur manteau, ils les laissent par terre, mais ils les récupèrent jamais. Alors moi, je me demande si Lord Jedi, il a quoi? Il fait faire fabriquer ses manteaux Il y a Jedi. toujours, c'est comme dans l'armée, tu as toujours 3 Ok. fois, tout en triple. Donc, c'est Ah, ça. ok, Tu d'accord. as 3 chandails pareils, 3 manteaux pareils. Ah, ok, donc il a 3 manteaux, mais moi je me demandais s'il avait récupéré celui qui s'est tombé une fois qu'il récupérait le. Ouais, non. Ou d'un autre, tu sais, ils se sont dit, c'est tellement pas épique d'aller récupérer ton manteau où est-ce que tu l'as C'est laissé, ça. qu'on va pas mettre ça dans un film de 2 heures, tu Ouais, comprends? Ou dans voilà. un comics de 4 numéros. Ça, je trouve ça excellent quand ils enlèvent leur manteau, c'est toujours très stylé. Mais Ouais. qu'est-ce qu'ils en Ouais, font, là. leur manteau? Bref, Ouais. c'était pour la blague. Et niveau dessin, mais comme toi, voilà, j'ai dit Federici, excellent. Sa double page dans la caverne en 3D, super. Les 2 pages simples, il fait 2 pages simples, donc là, le futur dans le cristal et les serpents, super. Très bien, quoi. Moi, j'aime bien son style au final, Federici, tu vois, il m'a fait aimer son style petit à petit. Et même si c'est pas mon préféré ever, tu vois, mais je trouve que oui, c'est un style, quoi, qui est particulier, très crayonné, où tu vois les traits de crayon, en fait, Ouais. c'est ça qu'il faut comprendre, quoi. Mais niveau action, il est super, niveau décor, paysage, dans le 4, c'est là qu'il prouve en fait, voilà, le truc, c'est que dans les 3 premiers, il était bloqué aux archives, donc il y avait Ouais. pas grand chose à faire à part le décor au début, de Coruscant, mais il était bloqué. Il y avait pas d'action, il y avait pas de décor. Là, il a pu se lâcher et franchement, chapeau, quoi. Donc super. Tout à Voilà. fait. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les couvertures? Ouais, les couvertures. Alors les couvertures, alors c'est marrant, alors je voulais juste noter le fait que déjà il y a pas de dans les mini-séries jeunesse comme ça, il y a pas de variante, donc il y a juste les 4 que tu as là, les 4 régulières, on va dire. Mmh. Sachant que tu l'avais dit, hein, Panini a pris la 3e, qui est peut-être pas la plus la plus éloquente, je veux dire, parce que bon, c'est juste une aventure, des flashbacks. Ouais, ben, dans le sens que les personnages qu'on voit, c'est pas les Voilà, personnages principaux de l'album, mais faut avouer qu'elle est très flash, colorée, etc. elle est Donc, très bien. je Bah, reproche souvent ouais, de prendre des covers en me disant, mais ça va passer complètement ouais, inaperçu sur les rayons. Ben là, cette fois-ci, c'est pas le cas. Donc, voilà, bah, la tu vois comme ça, t'as tu envie de. Je trouve que ouais. ça pique la curiosité. Ah oui, complètement. Et comme tu l'as montré, là, la 4, il aurait mis, avec le héros, en train d'avoir son objectif final entre les mains, donc ça serait un peu dommage. Ouais, Le mais très premier, joli. Bon. très, très joli. Le premier avec le site, ouais, pourquoi pas. Mais non, non, moi je trouve que ce qu'a fait Marvel était intéressant. Alors pour une fois, Marvel, je sais pas, ils ont commandé une couverture spéciale pour leur TPB à eux. Mhm. Ils ont une couverture, exclusive, quoi, que je trouve que sur le TPB, là-bas, quoi. Il y a pas eu de numéro avec ça, de variante avec cette couleur-là, Mm. où tu vois les 3 héros, donc Comac, Amadeo et Wreath, ensemble, quoi. Je la trouve super.
avec Ouais. un holocron. Et c'est dommage que Panini n'ait pas pu récupérer celle-là à temps, ou j'en sais rien, je sais pas trop les bails avec Panini, mais Ouais. la cover de Dark Horse, pardon, j'ai dit Marvel, c'est Dark Horse, est très très stylée. Tout Voilà à pour les fait. covers. Conclusion, donc petite note sur ce tome-là, Ben Francis. écoute, moi j'ai hésité parce que j'ai beaucoup aimé, mais bon, on ne reviendra pas sur toutes nos critiques. Je me suis fié, entre autres, au fait que pour les ombres du flambeau, donc en fait, c'est ça, j'ai trouvé que qu'est-ce qui s'y comparait le plus, où est-ce que, tu sais, dans chaque numéro, c'est des petites histoires, puis que le tout nous fait une espèce de transition. Ah oui, c'est vrai. Phase 2, phase 1, phase 3, c'est ça, c'était les ombres du flambeau, un autre, mais ça, c'était du côté de chez Marvel. Tu sais, c'est là qu'on avait découvert Asline, en tout cas, encore dans le manga, là, mais Asline version avec qui sans yeux, entre autres, là, tu sais, puis complètement taché de sang là, à la grandeur du corps. Cette page, elle nous marquera, cette page. Ah ouais, celle-là, c'est marquant. Donc, fait que j'ai quand même donné un point de moins que cet album-là. Je lui avais donné 17. Donc, aujourd'hui, on va lui donner un 16 sur 20 aux Échos de la peur. Donc, pour un album sous-titré Aventure, c'est quand même, comme je vous le dis, c'est quand même ne pas se fier à ça. Non, on est dans autre chose. Ouais. Oui, non, complètement. Et c'est pas vraiment jeunesse non plus, parce qu'ils vont rien comprendre, les gamins. Bah, pareil, j'ai tout bonnement adoré la lecture de ce tome-là. Déjà à l'époque par numéro, et là, en plus, à l'époque, ça alternait avec les romans, donc c'était intéressant, tu vois. Tu avais Tear of the Nameless qui sortait, et peut-être Temptation à cette période-là. Les dessins excellents. Federici qui m'a fait adorer son style, c'est hallucinant, il m'a fait changer d'avis, alors qu'au début, c'était pas gagné. Et Man, que je trouve comme Cavan Scott et comme Charles Soule sur la Haute République seulement, je trouve qu'ils ont fait un perfect, quoi. Ils n'ont jamais rien fait de mauvais. Je dirais, pour un complétionniste comme nous, je mettrais un bon 17 sur 20. J'ai adoré. Très peu à redire. Alors, peut-être les facilités scénaristiques vite fait. Mais pour ceux qui ne sont pas complétionnistes, c'est limite 10-11. Moi, ça me fait penser à. Je ne sais pas si tu as écouté l'émission du manga Edge of Balance, donc un équilibre fragile, prologue de la phase 2, qui part sur, tu le disais, Azinrel quand il est jeune. Et on l'avait critiqué avec Julien, et Julien n'avait pas du tout aimé, parce que il n'était pas à jour niveau t'as pas les liens, t'as pas l'attachement au personnage, tout ça. Et j'ai peur que c'est ça, on est passé vite. En fait, c'est plus au début de l'émission qu'on a abordé ce sujet-là. Mais c'est bien que tu te souviennes de revenir dessus. Moi, c'est pour ça que je ne lui donne pas de note plus élevée. C'est que pourquoi en comics, pourquoi chez Dark Horse, il n'y a aucun contexte pour les personnages, tout ça, là, ou presque. Des fois, on a une cause, là, mais je veux dire. Fait que je trouve effectivement que c'est excellent comme compagnon des romans que nous, on lit. Pour les autres, parce que c'est zéro rattaché à la série des aventures, là, mais zéro, là, pas aucunement. Puis même la série adulte, pas vraiment non plus. Donc, c'est ça. C'est un peu à part. C'est un peu à part. C'est un peu comme ça, bras loué. C'était vraiment un peu à part, même si c'était plus lié peut-être à la Haute République. Et on le verra, là, c'est la deuxième mini-série de la phase 3. Il y en a une troisième, qu'on l'avait nommée, donc les Dispatches from the Occlusion Zone, qui sortira en septembre chez Panini. Donc on vous fera la chronique, pareil, en 4 numéros. Donc toutes ces mini-séries en 4 numéros, sous-titrées aventures, encore une fois, alors que c'est le roman, ça sera le même. Peut-être pas le même concept, mais ça sera la même problématique, quoi. C'est avoir mis ça dans les aventures. Pas le même auteur, par contre. Pas le même auteur non plus. Donc voilà, donc ça sera la prochaine émission un peu similaire. Sinon, écoute, on peut conclure l'émission là. Les émissions à venir. Est-ce que là on fait l'émission un peu en avance? Est-ce que tu as les prochains comics, ça va être. Il va y avoir, d'ailleurs, on va avoir Loïc qui devrait se joindre à nous parce qu'on va critiquer la série Inquisitorius ou Inquisiteur en français, je me souviens. Inquisitor. Bon. Et encore une fois, Panini n'a pas traduit le titre. Bon, c'est ça. C'est pour la grande communauté anglophone de l'Italie et de la France. Mais voilà, Inquisitor, et il sort en même temps que le deuxième volume de la bataille de Jakku. Donc, ça va être les deux prochains comics qu'on va critiquer. Et côté roman, on l'a mentionné tout à l'heure, mais c'est Trial of the Jedi, qui est la grande conclusion de non seulement de la troisième phase, mais de tout l'événement de 5 ans de littérature Star Wars, qui est la Haute République. Donc, qui sort le 17 juin,
Oui, par mi-juin, bientôt. Là qu'on enregistre, c'est imminent. Imminent, on a hâte. On a tellement hâte. Voilà pour ce qui s'en vient pour la suite. Et sinon, comme je disais tout à l'heure, on va être au Comic-Con de Montréal. Donc, c'est toujours notre conférence va être disponible aussi en vidéo et en podcast. Super. Écoute, un programme encore une fois chargé sur Star Wars en direct. Et c'est donc avec ces critiques, ma foi, plutôt excellentes. C'est bon ça. Qu'on conclut cette émission de Star Wars en direct littérature. Bon, j'aime pas trop faire ça, la pub, les réseaux sociaux à la faire, mais rappel les réseaux sociaux quand même. Rejoignez-nous sur Facebook, Instagram, Discord, Blue Sky, Threads. Je dis ça parce que je suis pas réseaux sociaux du tout, donc c'est pour ça. Tu es un peu de Discord, quand même. Ouais, voilà. Voilà, surtout Discord. Discord une très belle communauté. Voilà. La cloche et le pouce sur YouTube, les 5 étoiles sur les applis de podcast. Et surtout, ça par contre, j'aime bien le faire, j'aime bien le rappeler. Laissez-nous plein de commentaires, votre avis sur le tome, sur les auteurs, sur nous comme présentateurs. Et si on est nul, dites-le nous aussi. C'est bon à prendre. Toutes les critiques sont bonnes à prendre. Si vous ne comprenez pas ce que Francis a dit, d'ailleurs. Voilà, c'est avec un problème. son accent de Québécois. Voilà. Si vous avez un problème avec l'accent québécois, avec ma diction peut-être pas très très audible, dites-le nous. Vous pouvez aussi d'ailleurs, si ça vous intéresse, ça j'aime bien le rappeler aussi, passer sur la boutique Redbubble, profiter des magnifiques designs de notre leader suprême, Dany. Pas que des t-shirts d'ailleurs, je sais pas, t'es au courant, Francis. Il y a plein de trucs, des coussins, des coques de téléphone. J'ai vu qu'il y a même des chaussettes et des rideaux pour douche. Si tu veux un rideau pour douche, toi, je l'ignorais. Ouais. Mais j'ai même vu qu'il y avait des badges, et moi je suis une collectionneur de badges, et je crois que je vais tous me les prendre là. Bref, c'est sur Redbubble, allez-y, ça fait plaisir. Et voilà, de la part de toute l'équipe de Francis et de moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars depuis près de 25 ans, et que la force soit avec vous. Merci. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by.